La chaleur suffocante de cet après-midi d'été semblait transformer l'air en une masse épaisse, presque palpable. Hélène marchait aux côtés de sa sœur d'un pas hésitant, ses doigts serrant fermement l'anse du panier rempli de broderies qu'elle avait passé des mois à confectionner. Chaque pièce avait été créée dans la pénombre de son monde, où l'obscurité et la lumière se mêlaient en ombres indistinctes, guidées uniquement par la sensibilité de ses doigts calleux. « Ne reste pas si près, Hélène. Je ne veux pas que les gens pensent que je te traîne, » murmura Marguerite, s'écartant légèrement alors qu'elles entraient sur la place centrale du village de Saint-Mathieu. La foire du dimanche bourdonnait de voix et de mouvements. L'arôme des épices, des fruits mûrs et de la viande rôtie flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur de poussière et de sueur. Hélène sentait le pouls de la foule avant même d'entendre les conversations qui s'entrecroisaient, comme les fils de ses propres broderies. Elle parvenait à distinguer quelques silhouettes diffuses, des taches de couleurs qui se mouvaient autour d'elle, mais pas assez pour naviguer en toute sécurité dans le labyrinthe d'étals et de gens. « On peut rester près de cet arbre ?» demanda Hélène, désignant ce qu'elle imaginait être le grand figuier au centre de la place. Ses yeux opaques, d'un bleu presque translucide, se fixaient sur un point quelconque devant elle. « Comment sais-tu pour l'arbre ?» questionna Marguerite, avec ce ton qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle soupçonnait sa sœur d'exagérer sa condition. « Peu importe. Allons-y, je veux en finir avant que la chaleur n'empire. » Marguerite la conduisit jusqu'à un petit espace entre les stands de confiserie et d'artisanat. Hélène sentit le soleil quitter son visage, remplacé par l'ombre tiède du figuier centenaire. Avec soin, elle posa son panier par terre devant elle et disposa quelques pièces sur un tissu blanc qu'elle avait apporté. Au début, les gens ne faisaient que passer, jetant des regards curieux. Hélène percevait l'hésitation dans leurs pas, le silence soudain suivi de chuchotements. Ses oreilles, affinées par son manque de vision, captaient des fragments. « C'est la jeune aveugle des Mendonça. On dit qu'elle est devenue comme ça après la fièvre. Comment peut-elle broder sans voir ?» Certains s'arrêtaient par pitié, d'autres par curiosité. Une vieille dame toucha délicatement une nappe brodée de fleurs sauvages. « C'est bien vous qui avez fait ça, ma petite ?» Hélène sourit en hochant la tête. « Chaque point, Madame Célestine. »« Comment savez-vous que c'est moi ?» demanda la dame surprise. « J'ai reconnu votre parfum de jasmin et le tintement de vos bracelets, » répondit Hélène avec simplicité. Pendant un moment, il sembla que tout se passerait bien. Une jeune femme acheta une petite broderie pour décorer sa nouvelle maison. Un homme acquit un apron pour l'offrir à sa femme. Hélène commença à se détendre, ses doigts caressant les fils colorés qu'elle ne pouvait voir complètement, mais qu'elle connaissait au toucher. C'est alors que 3 jeunes hommes s'approchèrent en riant. La forte odeur d'eau-de-vie indiquait qu'ils venaient de la taverne voisine. « Regarde-moi ça, Jérôme !»« Une aveugle qui vend de la beauté !» s'exclama le plus grand, provoquant les rires de ses compagnons. Hélène sentit son visage brûler. Marguerite, qui discutait avec une amie quelques pas plus loin, fit semblant de ne pas entendre. « Comment tu sais si c'est vraiment beau ?» demanda un autre en se penchant sur le panier. « Ça se trouve, c'est tout de travers, et on est juste assez bête pour acheter. Je peux garantir la qualité de mon travail, » répondit Hélène avec dignité, bien que sa voix tremblât légèrement. « Ah oui? Et si je te dis que ce fil est tout emmêlé ?» provoqua le 3e homme, saisissant une pièce sans ménagement. Hélène tendit la main, essayant de récupérer son travail. « S'il vous plaît, faites attention. C'est toi qui devrais faire attention avant d'essayer de tromper les gens, » rétorqua le premier, agitant la broderie hors de sa portée. C'est alors que le plus corpulent d'entre eux trébucha, ou fit semblant de trébucher, renversant le panier. Le son de mois de travail se répandant sur le sol poussiéreux déchira Hélène comme un couteau. Elle tenta de se baisser, tâtant désespérément le sol, tandis qu'elle entendait les rires s'intensifier. « Une aveugle qui vend de la beauté ? Quelle ironie !» se moqua l'un d'eux, provoquant une vague de rires étouffés dans la petite foule qui commençait à se former. Hélène chercha sa sœur, l'appelant d'une voix suffoquée. « Marguerite ? Marguerite, s'il te plaît. » Mais sa sœur s'était déjà éloignée, incapable de supporter la gêne ou peut-être trop honteuse pour affronter les hommes. Les larmes brûlaient les yeux d'Hélène, tandis que ses doigts rencontraient des morceaux de tissu sali, piétinés. L'humiliation semblait plus lourde que la chaleur de cet après-midi. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de différent, un silence soudain et absolu qui tomba sur la foule.
comme si quelqu'un avait coupé toutes les voies d'un seul coup. Des pas fermes s'approchèrent, des bottes de cuir grinçant sur le sol de terre battue, une odeur de tabac, de soleil et de chevaux, une présence qui semblait remplir l'espace autour d'elle. Adrien Rocher, le fermier de la propriété voisine du village, un homme de peu de mots et de nombreux secrets, dispersa la foule d'un simple regard sévère. Personne n'osa continuer à rire lorsqu'il s'accroupit à côté d'Hélène. Sans un mot, il commença à ramasser les broderies éparpillées, les nettoyant soigneusement sur sa propre chemise, avant de les remettre dans le panier. Ses doigts, calleux par le travail quotidien de la terre et des animaux, se mouvaient avec une délicatesse surprenante. Quand il eut terminé, il tendit la main à Hélène. Elle hésita un instant avant d'accepter le geste. Sa main était rêche, mais ferme et étrangement réconfortante. Il l'aida à se relever sans hâte, sans condescendance. Pour Hélène, ce simple contact semblait plus rare et précieux que la vue qu'elle avait perdue. Pour Adrien, il y avait dans cette fragilité obstinée quelque chose qui résonnait avec une douleur ancienne dans sa poitrine, une douleur qu'il n'avait jamais su nommer. Le soleil commençait à se coucher quand Adrien et Hélène arrivèrent à la petite ferme. Le ciel s'embrasait de teintes orangées et rouges, tandis que les ombres allongées des arbres dansaient sur le chemin de terre. Hélène pouvait sentir le changement dans l'air, plus frais, avec une odeur d'eucalyptus et d'herbes fraîchement coupées. Le chant des oiseaux nocturnes commençait à remplacer la symphonie diurne, marquant la transition du jour à la nuit. « C'est ici », dit Adrien, sa voix grave rompant le silence pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté la foire. C'était une voix rêche comme la pierre, mais étonnamment douce, comme si elle n'était pas habituée à être utilisée. Hélène hésita. Suivre un inconnu chez lui n'était pas quelque chose qu'elle ferait normalement. Mais après l'humiliation publique, après que Marguerite l'eut abandonnée au milieu des rires et des moqueries, elle n'avait nulle part où retourner. Ses mains serrèrent l'anse du panier restauré, les jointures de ses doigts blanches sous la pression. « Vous êtes sûr que je ne dérange pas ?» demanda-t-elle, ses yeux clairs fixés sur un point indéfini devant elle. Adrien ne répondit pas immédiatement. Hélène entendit le bruit d'une clé tournant dans la serrure, le grincement d'une porte qui s'ouvrait. « J'en suis sûr », dit-il finalement, une invitation simple, sans fioritures inutiles. La ferme était modeste. Hélène le perçut au son qui résonnait. Il n'y avait pas le vide acoustique des grands espaces, mais plutôt l'intimité sonore d'un lieu chaleureux. L'odeur de bois anciens, mêlée à l'arôme de café fraîchement coulé et de plantes séchées, créait une atmosphère presque onirique. Ses doigts touchèrent le mur le plus proche, sentant la texture du bois usé par le temps. « Je vais vous montrer où vous allez dormir », dit Adrien, la guidant à travers le salon. Le plancher grinçait sous leurs pieds, racontant des histoires d'années de pas solitaires. La chambre était petite, attenante à la maison principale. Elle sentait la lavande séchée et la terre battue, une combinaison étrangement réconfortante. Hélène sentit le lit simple, le drap propre tendu sur le matelas, la petite table de chevet avec une lampe à pétrole. La salle de bain est au bout du couloir. La cuisine est à droite du salon. On dîne dans 1 heure. Après cela, Adrien sortit, la laissant seule avec ses pensées et ses sens aiguisés explorant le nouvel environnement. Hélène compta les pas de la chambre à la porte, puis jusqu'à la salle de bain, mémorisant le chemin. Ses doigts tracèrent le contour des meubles, créant une carte mentale de l'espace. Quand la nuit tomba complètement, Hélène entendit Adrien allumer le poêle à bois. L'odeur de la nourriture en préparation lui parvint, un simple ragoût de légumes et de viande. Suivant l'arôme, elle trouva la cuisine sans difficulté. « Je peux aider ?» offrit-elle, debout à l'entrée. Adrien resta silencieux quelques instants, comme si l'idée que quelqu'un lui offre de l'aide était un concept étrange et lointain. « Si vous voulez », répondit-il finalement. Elle s'approcha, prudente, jusqu'à trouver la table. Avec soin, elle commença à disposer les couverts qu'Adrien avait sortis. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, fruit d'années d'adaptation à l'obscurité partielle qui dominait son monde. Ils dînèrent en silence. Ce n'était pas un silence gênant, mais réconfortant, comme s'ils comprenaient tous deux que les mots ne sont parfois que des bruits inutiles. Hélène sentait Adrien l'observer de temps en temps, probablement intriguée par la facilité avec laquelle elle localisait le verre, le pain, le sel, malgré sa condition. Les jours suivants établirent une routine simple. Adrien partait à l'aube pour s'occuper des animaux et des cultures.
Hélène s'occupait de la maison, faisant la vaisselle, balayant le sol et tendant le linge sur la corde à l'arrière. Elle apprit rapidement la disposition de chaque objet, la distance entre les pièces, le rythme de la maison. Plus impressionnant encore fut la manière dont ils commencèrent à comprendre les bruits l'un de l'autre. Hélène pouvait distinguer l'humeur d'Adrien à la façon dont il fermait la porte d'entrée, un mouvement doux les bonjours, un peu plus brusque quand quelque chose le contrariait. Elle savait qu'il était fatigué quand ses pas traînaient légèrement dans le couloir, ou qu'il était satisfait de son travail quand il sifflotait doucement pour son cheval, avant de le ramener à l'écurie. Adrien, de son côté, observait comment elle comptait mentalement les pas pour trouver chaque pièce, comment ses doigts lisaient le monde comme les pages d'un livre invisible. Il remarquait comment elle inclinait légèrement la tête sur le côté lorsqu'elle essayait de distinguer un son lointain, ou comment elle souriait discrètement lorsque le soleil du matin touchait son visage à travers la fenêtre de la cuisine. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'Adrien réparait une clôture cassée au fond de la propriété, Hélène décida de préparer du pain de maïs. Elle trouva les ingrédients en tâtant les placards avec précision. Farine, œufs, lait, beurre. Ses mains travaillaient avec la mémoire de ses muscles, pétrissant, façonnant, sentant la texture de la pâte entre ses doigts. L'arôme doux et réconfortant du pain cuisant emplit chaque recoin de la maison, s'échappant par les fenêtres, jusqu'au champ où Adrien travaillait. Quand il revint, plutôt que d'habitude, Hélène était dans la cuisine, sortant la fournée du four. Adrien s'arrêta à la porte, immobile. Hélène sentit sa présence avant même d'entendre sa respiration légèrement altérée. « J'ai fait du pain de maïs », dit-elle avec un sourire timide. « J'espère que vous aimerez. » Adrien marcha lentement jusqu'à la table, tira une chaise et s'assit. Le silence était si dense qu'Hélène aurait pu le couper au couteau. Puis, d'une voix basse et rauque, presque un murmure, il dit « Ça sent comme chez ma femme ». Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme des oiseaux blessés. Hélène ne répondit pas, ne posa pas de questions. Quelque chose dans son ton parlait de perte, d'absence, d'une douleur gardée trop longtemps. Au lieu de cela, elle posa simplement une tranche de pain encore chaud dans une assiette devant lui. Adrien mangea en silence, mais quelque chose avait subtilement changé. Une barrière invisible avait commencé à s'effriter, comme de la glace fine sous le premier soleil du printemps. Ce soir-là, pour la première fois, ils parlèrent un peu plus pendant le dîner. Des phrases courtes, des questions simples, des réponses directes. Rien de profond, rien de révélateur, mais c'était un début. Hélène raconta comment elle avait perdu une grande partie de sa vue dans son enfance, après une forte fièvre. Adrien mentionna que la ferme appartenait à sa famille depuis 3 générations. De petits fragments de vie partagés comme de rares pierres précieuses. Avant de se retirer, Adrien lui demanda si elle avait besoin de quelque chose. « Non », répondit Hélène, « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour le moment. » Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'ils comprirent tous deux dans les non-dits du silence, c'est que dans cette maison simple, marquée par de longues ombres et des passés non révélés, ils avaient tous deux trouvé quelque chose d'inattendu, un espace où leur silence n'avait pas besoin de traduction, où leur douleur n'exigeait pas d'explication, où la solitude partagée commençait, lentement, à se transformer en une forme singulière de compagnie. L'aube arrivait plus tôt à la ferme qu'au village. Hélène le percevait au chant des coqs qui rompaient la quiétude de la nuit, à la lumière ténue qui filtrait à travers les rideaux simples de sa chambre, transformant l'obscurité en une pénombre bleutée que ses yeux pouvaient vaguement distinguer. Des semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, et chaque jour apportait de petites découvertes, de petites adaptations. Ce matin-là, alors qu'elle préparait le café, elle entendit Adrien parler à quelqu'un dans la cour. La voix du visiteur était grave et enjouée, contrastant avec les réponses monosyllabiques du fermier. Curieuse, Hélène s'approcha de la fenêtre de la cuisine. « Un potager te ferait du bien, Adrien. Une terre en friche, c'est du gâchis, mon vieux, » disait le visiteur, qu'Hélène reconnut comme étant Sébastien, le voisin de la propriété au nord. « Avec ce lopin de terre près de la source, tu pourrais tout faire pousser. Salade, carottes, tomates, herbes aromatiques. Je n'ai pas le temps, » répondit Adrien dans son style habituel, économe en paroles. Le temps, ce n'est pas ce qui manque quand on vit seul. Hélène entendit un long silence, suivi de pas qui s'éloignaient. Sébastien partait, et Adrien restait immobile au même endroit, contemplant probablement le lopin de terre mentionné. Elle retourna au poêle pensive,
une idée germant dans son esprit. Après le café, quand Adrien partit vérifier le bétail dans le pâturage lointain, Hélène trouva son chemin jusqu'à la cour. Elle compta les pas depuis la porte arrière, sentant le soleil tiède du matin sur sa peau. En arrivant là où elle imaginait être le lopin de terre près de la source, elle s'agenouilla et toucha le sol. Il était sec, dur, négligé. « Excusez-moi de vous déranger », appela une voix enfantine, la surprenant. Hélène se tourna dans la direction du son. « Qui est là ?»« C'est moi, Joachim, le fils de Sébastien. Papa m'a envoyé apporter des graines pour Adrien, » expliqua le garçon, s'approchant avec hésitation. « Vous êtes la dame aveugle qui vit ici ?» Hélène sourit, habituée à la franchise des enfants. « Oui, je suis Hélène. Quel genre de graines as-tu apporté ?»« Un peu de tout. De la laitue, de la ciboulette, du persil, du basilic, des tomates. » Joachim s'arrêta, l'observant curieusement. « Vous savez planter ?»« Oui, » répondit Hélène, avec une confiance qu'elle ne possédait pas. « Mais j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main pour commencer. Tu saurais me montrer comment préparer la terre. » Le garçon accepta avec enthousiasme. Pendant les heures qui suivirent, il apprit à Hélène à ameublir le sol dur avec une petite houe, à faire des sillons pour semer, à déterminer la profondeur adéquate pour chaque type de graine. Hélène absorbait chaque instruction, ses mains apprenant ce que ses yeux ne pouvaient voir complètement. Quand Adrien revint à midi, il trouva Hélène couverte de terre jusqu'aux coudes, le visage rougi par l'effort et le soleil, un sourire satisfait aux lèvres. Il l'observa de loin pendant quelques instants, remarquant comment elle marquait chaque rangée nouvellement plantée avec de petites pierres de formes différentes, son propre système pour identifier ce qui pousserait à chaque endroit. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il finalement en s'approchant. Hélène leva le visage dans sa direction, un peu surprise. « Je plante un potager. J'ai pensé qu'il serait utile d'avoir nos propres légumes et herbes. » Adrien nota l'emploi de la première personne du pluriel. « Nous », mais ne commenta pas. Au lieu de cela, il observa le travail déjà accompli. Des lignes parfaites, un espacement correct, la terre bien préparée. « Tu as déjà fait ça avant. » Ce n'était pas une question, mais Hélène répondit quand même. « Ma grand-mère avait un potager au fond de sa maison. Elle m'a appris quand je voyais encore mieux. » Elle hésita un moment. « Si tu ne veux pas du potager, je peux tout défaire. » Adrien resta silencieux si longtemps qu'Hélène commença à croire qu'il désapprouvait vraiment son initiative. Puis, sans rien dire, il s'éloigna. Hélène sentit son cœur se serrer. Peut-être avait-elle dépassé une limite invisible, pris trop de liberté. Mais quelques minutes plus tard, Adrien revint. Le bruit de quelque chose de lourd traîné sur le sol fit se retourner Hélène. Il était en train de positionner un vieux tonneau près du parterre. « L'eau de pluie », expliqua-t-il. « Meilleure pour les plantes que celle de la source. » Cet après-midi marqua un changement subtil dans la dynamique entre eux. Adrien ne le dit pas avec des mots, mais ses actions parlaient clairement. Le potager était le bienvenu. Dans les jours qui suivirent, Hélène remarqua de petites modifications dans la zone. Des outils laissés à des endroits spécifiques pour qu'elle puisse les trouver facilement. Un chemin de pierre installé entre la maison et le potager pour guider ses pas. Un chapeau de paille accroché commodément près de la porte arrière. La routine s'ajusta pour inclure le soin des plantes. Hélène passait une partie de chaque matin dans le potager, agenouillée entre les parterres, sentant la terre, enlevant les mauvaises herbes, parlant doucement aux jeunes pousses qui commençaient à apparaître. Adrien observait de loin, feignant d'être occupé à d'autres tâches, mais toujours attentif à ses mouvements. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'hiver commençait à montrer ses premiers signes. Les matins se levaient avec une brume fine qui humidifiait tout, les nuits devenaient plus longues et plus froides. Adrien se mit à allumer la cheminée plus tôt, et le son du bois crépitant rendait les soirées plus chaleureuses. Hélène remarqua qu'avec l'arrivée du froid, la maison semblait différente, non seulement en température mais en atmosphère. L'air portait des odeurs plus concentrées, le bois qui brûle, le café fraîchement coulé, l'arôme des pains qu'elle cuisait plus fréquemment. Les sons changeaient aussi, le vent sifflant dans les fentes des fenêtres, le toit grinçant avec les variations thermiques, les pas d'Adrien résonnant de manière distincte sur le plancher. Un matin particulièrement froid, alors qu'Hélène cueillait quelques herbes pour le déjeuner, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inattendu. La première tomate du potager, petite et encore verte, mais définitivement formée.
La joie qu'elle ressentit était disproportionnée par rapport à la simplicité de la découverte. Elle caressa le petit fruit du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. « Bonjour, petit », murmura-t-elle. « Tu as réussi. Tu es né sur la terre la plus improbable. » C'est alors qu'elle s'aperçut qu'Adrien se tenait à quelques mètres, l'observant. Elle ne l'avait pas entendu approcher, absorbée qu'elle était par sa découverte. « La première tomate », annonça-t-elle, un sourire illuminant son visage. « Encore verte, mais elle est là. » Adrien s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle pour examiner la petite victoire. Hélène sentit la chaleur de son corps près du sien, l'odeur familière de soleil et de chevaux qui l'accompagnait toujours. « Tu as la main verte ?» dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Hélène rougit légèrement à ce compliment inattendu. Elle continua à travailler, mais remarqua que ses mains étaient rêches et abîmées par le contact constant avec la terre et les outils. De petites coupures et des callosités marquaient la peau autrefois douce, témoin silencieux de son travail quotidien. Adrien le remarqua aussi. Cet après-midi-là, en revenant du village, il apporta quelque chose enveloppé dans du papier kraft. Il trouva Hélène dans la cuisine préparant un bouillon de légumes pour le dîner. « Je t'ai apporté ça », dit-il en posant le paquet sur la table. Hélène s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha, curieuse. Ses doigts déballèrent soigneusement le papier, révélant une paire de gants de jardinage souples et bien faits. « Je ne veux pas que tu te blesses », expliqua Adrien, la phrase la plus longue qu'il ait prononcée depuis des jours. Hélène sourit, touchant les gants avec un soin presque sacré, comme s'ils étaient en cristal. « Merci », dit-elle simplement, mais ses yeux opaques se tournèrent vers le vide avec une trace de tristesse qui n'échappa pas à Adrien. Plus tard, après le dîner, alors qu'Hélène faisait la vaisselle, Adrien resta à table l'observant. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait profondément. La façon dont elle se déplaçait dans la maison avec une assurance croissante, comment elle identifiait les objets au toucher, comment elle semblait savoir exactement quand l'eau bouillait ou quand le pain était à point. Mais il y avait d'autres choses, plus difficiles à expliquer. Comment savait-elle qu'un orage approchait des heures avant tout signe visible? Comment parvenait-elle à trouver les œufs les plus frais dans le poulailler sans voir les poules? Et plus troublant encore, comment savait-elle quand il était triste, même les jours où il s'efforçait de ne rien montrer? Adrien secoua la tête, chassant ses pensées. Il préféra se concentrer sur ce qu'il pouvait voir et comprendre. Une femme qui, marquée par le rejet et la moquerie, parvenait à redonner vie à une terre aride et oubliée. Une femme qui, sans pouvoir voir complètement le monde, semblait avoir le don de faire pousser les choses autour d'elle, les plantes, les pins, et quelque chose d'indéfinissable dans le propre cœur cailleux d'Adrien. Le potager fleurit avec l'arrivée du printemps. Ce qui avait commencé comme un projet modeste s'était transformé en un petit paradis de couleurs et d'arômes qu'Hélène pouvait sentir, même sans le voir complètement. Les rangées de laitues, de ciboulettes et de persil poussaient vigoureusement. Les plants de tomates arboraient déjà des fruits rouges et juteux, et les herbes aromatiques parfumaient l'air au moindre souffle de vent. La routine à la ferme avait trouvé son propre rythme, comme une musique silencieuse que seuls Adrien et Hélène savèrent danser. Les matinées commençaient avec le café préparé par elle, le soin du potager, la préparation du déjeuner. Adrien s'occupait du bétail, des clôtures, de l'entretien de la propriété. Les après-midi apportaient de petits moments partagés. Un café sur la véranda, une promenade jusqu'au ruisseau les jours les plus chauds, la préparation du bois pour la nuit. Ce mardi-là, Adrien dut se rendre au village chercher des médicaments pour une vache tombée malade. Hélène profita de la matinée pour faire la lessive et l'étendre sur la corde à linge, laissant le soleil et le vent faire leur travail. C'est alors qu'elle entendit le bruit de sabots approcher. « Adrien » appela-t-elle, s'étonnant de son retour prématuré. Mais le rythme des sabots était différent, plus léger et plus pressé. « Bonjour, Madame Hélène », salua Thomas, le jeune facteur de la région. « J'ai quelque chose pour vous. » Hélène s'approcha du portail, s'essuyant les mains sur son tablier. « Pour moi? Vous êtes sûr? Madame Josette de l'épicerie m'a demandé de vous le remettre. Elle a dit que c'était important. » Hélène tendit la main, sentant le papier rectangulaire que le jeune homme lui passait. « Merci, Thomas. Vous avez besoin d'aide pour lire ?» offrit-il, connaissant sa condition. « Non, merci. Je vais attendre le retour d'Adrien. » Après le départ de Thomas, Hélène emporta le billet à l'intérieur. Ses doigts parcoururent le papier,
sentant sa texture, essayant d'imaginer son contenu. Qui lui écrirait? Sa sœur Marguerite n'avait pas ce genre d'égard. Peut-être un client intéressé par ses broderies? Elle garda le papier dans la poche de son tablier et continua ses tâches. Mais son esprit revenait constamment au billet, comme un papillon de nuit attiré par la lumière. Quand Adrien revint, en milieu d'après-midi, elle avait presque oublié l'affaire, occupée qu'elle était à préparer le dîner. Adrien entra par la porte de derrière, apportant avec lui l'odeur de la poussière de la route et une aura d'inquiétude qu'Hélène perçut immédiatement. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en posant les assiettes sur la table. « J'ai vu Thomas au village. Il a dit qu'il était passé ici plus tôt. » Hélène toucha la poche de son tablier, se souvenant du billet. « Oui, il m'a apporté quelque chose. De l'épicerie de Madame Josette. » Adrien resta silencieux, et Hélène pouvait sentir son regard intense sur elle. « Comment est-ce arrivé jusqu'à vous ?» demanda-t-il finalement, essayant de garder un ton neutre, mais une tension sous-jacente ne lui échappa pas. Hélène sortit le papier de sa poche et le tendit dans sa direction. « La dame de l'épicerie me l'a remis. Elle a dit que c'était pour moi. » Adrien prit le billet mais ne l'ouvrit pas. Ils dînèrent en silence, un silence différent des habituels, plus dense, chargé de questions non formulées. Hélène sentait que quelque chose avait changé, comme un vent froid qui s'infiltre sous une porte bien fermée. Cette nuit-là, Adrien ne s'assit pas sur la véranda comme d'habitude. Hélène l'entendit marcher dans la maison, des pas agités qui allaient et venaient. Elle se retira tôt dans sa chambre, mais le sommeil ne vint pas. Elle pensait au billet, au comportement étrange d'Adrien, à la sensation croissante que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Le matin, elle trouva le papier sur la table de la cuisine. Adrien était déjà parti bien avant l'aube, ce qui était inhabituel. Hélène prit son café seule, le billet comme une présence fantomatique entre elle et sa tasse. C'est au milieu de l'après-midi, alors qu'Hélène cueillait du basilic dans le potager, qu'elle entendit Adrien revenir. Ses pas étaient lourds, traînants, comme s'il portait un fardeau invisible. Elle se leva, s'essuyant les mains sur son tablier, et marcha dans sa direction. « Adrien ?» Il s'arrêta à quelques mètres. Hélène pouvait sentir la tension émanant de lui comme la chaleur d'un feu. « C'était l'écriture du colonel Allard », dit Adrien brusquement. Hélène fronça les sourcils confuse. « Qui ?»« Mon ancien patron. » Le billet venait de lui. Le cœur d'Hélène s'accéléra. Elle n'avait jamais entendu Adrien mentionner cet homme auparavant. Que disait-il? Adrien prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à plonger dans des eaux profondes et turbulentes. Il disait qu'il savait qui tu étais, que tu caches plus que tu ne le laisses paraître, que tu n'es pas si aveugle que ça, que tu trompes tout le monde comme tu l'as déjà fait avant. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un lac calme, créant des ondes de malaise qui s'étendèrent dans le silence. Hélène sentit son visage brûler, un mélange de honte et de peur lui montant à la gorge. « Pourquoi dirait-il ça ?» parvint-elle à demander, sa voix à peine un murmure. Le colonel Allard déteste ce qu'il appelle les gens inutiles, les aveugles, les estropiés, les malades. Il pense qu'ils sont un fardeau pour la société. Adrien fit une pause, son regard perdu dans des souvenirs douloureux. J'ai travaillé dans sa ferme pendant 5 ans. J'ai vu comment il traitait les plus faibles. Hélène fit un pas en avant, hésitante. « Et tu crois ce qu'il dit sur moi ?» Adrien ne répondit pas immédiatement. Son visage, normalement impassible, montrait des signes d'un conflit intérieur. « Je ne sais pas quoi croire, » dit-il finalement. « Mais je sais ce que c'est que d'être victime de calomnie. » Le silence qui suivit avait le poids de secrets non révélés. Hélène voulait en demander plus, comprendre quelle vieille blessure ces mots avaient rouverte, mais quelque chose dans la posture d'Adrien la retint. Les jours suivants, une tension subtile s'installa entre eux. Adrien passait plus de temps hors de la maison, ne rentrant que pour les repas. Hélène continuait ses tâches habituelles, mais chaque mouvement semblait maintenant chargé d'une signification différente, comme si elle était constamment observée, évaluée. Une semaine après l'incident du billet, une violente tempête s'abattit sur la région. Le ciel s'assombrit rapidement en milieu d'après-midi, et Hélène se dépêcha de rentrer le linge, de fermer les fenêtres, de protéger le potager avec des bâches improvisées. La pluie était accompagnée de vents forts et de coups de tonnerre qui secouèrent les murs de la maison. Hélène était dans la cuisine quand elle entendit un fracas dans l'étable. Inquiète pour les animaux,
Elle prit un ciré et sortit, affrontant la tempête. Le chemin jusqu'à l'étable était court, mais périlleux sous la pluie battante. Hélène avançait avec prudence, sentant la boue glissante sous ses pieds, se guidant par la mémoire et le bruit des animaux agités. Dans l'étable, elle trouva l'un des veaux en liberté, effrayé par le tonnerre. Avec des mots doux et des mouvements lents, elle réussit à le calmer et à le ramener dans son enclos. Elle vérifiait si les autres animaux allaient bien quand elle sentit une présence dans son dos. Adrien se tenait à l'entrée de l'étable, trempé par la pluie, l'observant avec une expression qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle pouvait sentir, un mélange de surprise et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la trahison. « Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-il, sa voix presque perdue dans le bruit de la tempête. « Quoi ? Marcher jusqu'ici seul, trouver le veau, le ramener à l'enclos, éviter tous les obstacles comme si… » Il hésita, les mots suivants ayant du mal à sortir, comme si tu pouvais voir. Hélène sentit un froid qui n'avait rien à voir avec la pluie. Le moment qu'elle redoutait tant était arrivé, précipité par un billet malveillant et confirmé par son propre besoin d'aider. Pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, elle souhaita réellement être complètement aveugle, pour ne pas avoir à affronter le regard de méfiance qu'elle savait maintenant être sur le visage d'Adrien. « Il faut qu'on parle », dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Mais pas ici, pas maintenant. » Adrien acquiesça, un mouvement presque imperceptible dans la pénombre de l'étable. Côte à côte, mais séparés par un abîme de doute, ils retournèrent à la maison sous la pluie implacable qui semblait laver le monde, sauf les secrets gardés trop longtemps. Le feu dans la cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs du salon. La tempête continuait dehors, transformant le monde en eau et en vent, isolant la petite maison comme une île au milieu d'un océan furieux. Hélène et Adrien étaient assis à la table de la cuisine, une tasse de thé chaud entre les mains de chacun, la vapeur montant en spirale silencieuse. L'horloge murale marquait les secondes avec une régularité implacable, chaque tic-tac augmentant la tension qui planait entre eux, comme une corde tendue à la limite. Hélène pouvait sentir le regard d'Adrien sur elle, non pas accusateur comme elle l'avait craint, mais plein d'attente, comme celui qui attend une histoire promise depuis longtemps. « J'aurais dû te le dire avant », commença-t-elle, sa voix à peine un murmure. Ses doigts caressaient le bord de la tasse, cherchant du courage dans la chaleur qui émanait de la céramique. Adrien resta silencieux, lui donnant l'espace nécessaire pour trouver les mots justes, pour dénouer les nœuds qui serrèrent sa poitrine depuis des années. « Je ne suis pas complètement aveugle », avoua finalement Hélène, les mots sortant comme des pierres d'un puits profond. « Je vois des silhouettes, des ombres, des différences entre le clair et le sombre. Les jours très lumineux, je peux distinguer les couleurs vives, les contours des objets proches. » Elle fit une pause, prenant une gorgée de thé pour humidifier sa gorge sèche. Le silence d'Adrien l'encouragea à continuer. « J'ai perdu une grande partie de ma vue quand j'étais enfant, après une forte fièvre. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance de ne pas devenir complètement aveugle. Mais avec le temps, » Hélène hésita, cherchant les mots pour expliquer quelque chose qu'elle n'avait jamais complètement verbalisé. « Avec le temps, j'ai réalisé que les gens me traitaient différemment quand ils pensaient que je ne voyais rien du tout. » Elle leva le visage, ses yeux opaques, se fixant vaguement dans la direction d'Adrien. Les hommes, surtout, quand ils pensaient que j'étais complètement aveugle, ils se sentaient à l'aise pour parler de moi comme si je n'étais pas là, pour toucher mon bras, mes cheveux, mon visage, sans demander la permission, sans considération, comme si mon manque de vision me transformait en quelque chose de moins qu'humain. Hélène baissa la tête, sa voix devenant plus basse, plus lourde de souvenirs douloureux. Alors j'ai commencé à feindre plus d'obscurité que je n'en vois réellement. C'est le seul moyen de ne pas être touché sans permission, de ne pas être désiré par ceux qui ne veulent qu'abuser de la faiblesse d'autrui. Un coup de tonnerre particulièrement fort secoua la maison, comme si le ciel lui-même répondait à sa confession. Hélène attendit que la réverbération passe avant de continuer. Je pensais que, si j'étais juste l'aveugle inutile, on me laisserait en paix. Ses doigts serrèrent la tasse avec force, les jointures blanches sous la pression. Ma propre sœur, Marguerite. Elle me protégeait, à sa manière, mais elle m'utilisait aussi. Mon travail, mes broderies, tout allait à elle pour qu'elle les vende, pour qu'elle en profite. Hélène déglutit, arrivant enfin au cœur du problème, à ce qu'elle craignait le plus de révéler. Et puis tu es arrivé.
sur cette place. C'était la première fois que quelqu'un m'aidait sans rien attendre en retour, sans pitié, sans arrière-pensée. Une larme solitaire coula sur sa joue. Tu as été le premier à me voir sans vouloir m'utiliser. Adrien bougea sur sa chaise, le bruit du bois grinçant brisant momentanément le silence. Hélène s'attendait à des mots de condamnation, de déception, peut-être même de colère. Mais quand il parla enfin, sa voix était calme, maîtrisée, comme toujours. Pourquoi me racontes-tu ça maintenant? La question l'a pris par surprise. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Parce que tu mérites de savoir la vérité. Parce que je ne veux plus de mensonges entre nous. Hélène prit une profonde inspiration. Parce que je ne supporterai pas de voir la méfiance dans tes yeux chaque fois que je ferai quelque chose qu'une personne complètement aveugle ne pourrait pas faire. Adrien se leva, ses pas résonnant sur le plancher alors qu'il marchait vers la fenêtre. La pluie battait contre la vitre en rafales rythmées, créant une musique mélancolique qui s'accordait avec le moment. Le colonel Allard, commença-t-il, sa voix lointaine comme si elle venait d'un autre temps. C'est lui qui a répandu des rumeurs sur moi après que j'ai quitté sa ferme. Il a dit que j'avais volé du bétail, que je n'étais pas digne de confiance. Hélène écoutait, surprise par cette révélation inattendue. À cause de ça, personne ne me donnait de travail. J'ai dû économiser chaque sou pour acheter ce lopin de terre, pour reconstruire ma vie loin de ces mensonges. Adrien se tourna vers elle, bien qu'il restât près de la fenêtre. Je sais ce que c'est d'être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Je sais ce que c'est de construire des murs pour se protéger. Le silence qui suivit était différent des précédents, plus léger comme si un poids avait été enlevé de la pièce. Je ne suis pas en colère que tu aies une certaine vision, Hélène. Je suis blessé parce que je ne t'ai pas fait assez confiance pour te le dire avant, compléta-t-elle. Adrien hocha la tête, oubliant momentanément qu'elle ne pouvait pas voir clairement le geste. Mais Hélène sembla comprendre quand même, comme cela arrivait souvent, comme si elle pouvait lire au-delà des mots prononcés. « Je ne sais pas comment est ton monde », dit-il finalement. « Je ne sais pas ce que c'est de ne voir que des parties, des fragments. Mais je sais ce que c'est d'avoir besoin de se cacher pour survivre. » Hélène se leva, faisant quelques pas hésitants dans la direction de sa voix. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant la peur qu'elle ressentait, peur du rejet, de devoir partir, de perdre le seul endroit où elle avait trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix. Adrien ne répondit pas immédiatement. La tempête dehors commençait à se calmer, le vent diminuant sa fureur, la pluie adoucissant son martèlement contre le toit. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il finalement. « Pas sur le fait que tu restes ou non, cette maison est autant la tienne que la mienne maintenant. Mais sur tout. » Sur ces mots, Adrien sortit sur la véranda, laissant Hélène seule avec l'écho de sa confession qui résonnait encore sur les murs de la maison. Les jours suivants apportèrent un silence différent à la ferme. Adrien se mit à partir avant l'aube, ne revenant que pour les repas ou lorsque la nuit était déjà tombée. Hélène continuait ses tâches, s'occupant du potager, préparant les repas, rangeant la maison. Mais chaque mouvement semblait maintenant chargé d'un poids supplémentaire. Ce n'était pas comme si Adrien l'évitait délibérément. Ils dînaient ensemble, échangeaient les mots nécessaires sur le fonctionnement de la maison, partageaient même occasionnellement la véranda les soirs plus doux. Mais il y avait une nouvelle distance entre eux, un espace rempli de questions non formulées et de réponses non offertes. Hélène sentait qu'il l'observait avec plus d'attention maintenant, étudiant comment elle se déplaçait dans la maison, comment elle trouvait les objets, comment elle réagissait aux différents niveaux de lumière. Ce n'était pas un regard de méfiance, mais de curiosité sincère, de celui qui essaie de comprendre un monde différent du sien. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans le potager, Hélène entendit des pas s'approcher. Ce n'étaient pas ceux d'Adrien, plus légers, plus hésitants. « Bonjour » appela-t-elle, se levant et s'essuyant les mains sur son tablier. « Excusez-moi de vous déranger, Madame Hélène » répondit la jeune voix de Joachim, le fils de Sébastien. « Papa m'a envoyé ces tomates pour vous. Il a dit que les vôtres commencent à peine et que vous voudriez peut-être faire de la sauce. » Hélène sourit, tendant les mains pour recevoir l'offrande. « Remercie ton père pour moi, Joachim. C'est très gentil. » Le garçon lui tendit le petit panier mais ne s'éloigna pas immédiatement. « Madame Hélène, c'est vrai ce qu'on dit au village ?» Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Que dit-on, Joachim ? Que vous n'êtes pas vraiment aveugle, que vous trompez tout le monde. »
La simplicité brutale de la question enfantine frappa Hélène comme un coup de poing. Alors les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. Le colonel Allard ne s'était certainement pas contenté d'envoyer un simple billet. « Joachim, dit-elle, sa voix calme malgré la tempête intérieure, penses-tu que je trompe tout le monde ?» Le garçon resta silencieux un moment. « Je ne sais pas, mais monsieur Adrien n'a pas l'air de le penser. Et papa a dit que ce que les autres disent n'a pas d'importance, seulement ce qu'on sait être vrai. » Hélène sentit les larmes monter, mais les retint. « Ton père est un homme sage, Joachim. » Après le départ du garçon, Hélène resta immobile un long moment, le soleil couchant réchauffant son visage, le panier de tomates oublié à ses pieds. Le monde extérieur, qui l'avait si longtemps jugé et humilié, l'accusait maintenant de fausseté. Mais ici, sur ce petit lopin de terre qu'elle avait appris à appeler son foyer, il y avait peut-être encore de la place pour la vérité complète, pas celle partielle qu'elle avait révélée, pas celle que les autres présumèrent connaître. Ce soir-là, quand Adrien rentra, il trouva la table mise pour le dîner comme toujours. Mais Hélène n'était ni dans la cuisine, ni dans le salon, ni dans sa chambre. Elle était sur la véranda, assise dans le fauteuil à bascule, le visage tourné vers le ciel étoilé qu'elle ne pouvait voir complètement, mais qu'elle savait être là. Elle entendit ses pas s'approcher, sentit sa présence à ses côtés, et elle sut, sans avoir besoin de mots, qu'il ne s'était pas éloigné par rejet ou déception, mais pour comprendre que sa fragilité cachait une force que peu possédaient, que son mensonge était une muraille de protection, la même qu'il avait érigée pendant des années avec sa propre douleur. L'aube apportait avec elle une promesse de renouveau, teintant l'horizon de rose et d'or. Hélène se réveilla au premier chant du coq, ses sens immédiatement en alerte à quelque chose de différent dans l'air. La maison était silencieuse, mais pas de la manière habituelle. C'était un silence d'attente, comme celui qui précède une révélation importante. Elle se leva, s'habilla avec soin et se dirigea vers la cuisine, ses pas assurés sur le chemin tant de fois parcouru. Il n'y avait pas de café prêt, ni de signe qu'Adrien soit passé par là. Étrange. Il laissait toujours la bouilloire sur le poêle avant de partir au champ. Hélène prépara son propre café, se déplaçant avec la familiarité de celle qui connaît chaque centimètre de l'espace. Pendant que l'eau chauffait, elle perçut un arôme doux et inhabituel venant de la véranda. Curieuse, elle suivit l'odeur. La porte grinça doucement quand elle l'ouvrit. L'air frais du matin caressa son visage, apportant avec lui ce parfum qu'elle ne parvenait pas à identifier complètement. Elle fit quelques pas hésitants, puis ses doigts touchèrent à quelque chose d'inattendu sur le petit banc en bois où ils avaient l'habitude de s'asseoir l'après-midi. Des fleurs, petites, simples, cueillies dans la nature. Hélène les prit dans ses mains, ses doigts sensibles reconnaissant les pétales délicats, les tiges encore humides de rosée, des marguerites sauvages, quelques violettes, et ces autres qui sentaient si bon, du jasmin des champs. Un bouquet simple, sans arrangement élaboré, sans ruban pour le lier. Juste des fleurs fraîchement cueillies, déposées là pour qu'elle les trouve. Elles viennent du champ derrière le ruisseau. La voix d'Adrien la surprit. Elle ne l'avait pas entendu approcher, il devenait aussi silencieux qu'elle. « Elles sont magnifiques », répondit Hélène, son visage se tournant dans la direction de la voix, un sourire hésitant sur ses lèvres. « Ce ne sont pas des excuses », dit Adrien, sa voix plus douce que d'habitude. « Ce sont des signes que je t'ai vus. Pour de vrai. » Les mots, si simples et directs comme tout ce qui venait de lui, frappèrent Hélène avec une force inattendue. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle n'essaya pas de retenir. Elles coulèrent librement sur son visage tandis que ses doigts continuaient d'explorer les pétales, comme s'ils étaient les notes d'une musique qu'elle seule pouvait entendre. Adrien s'approcha et s'assit à côté d'elle sur le banc, comme il l'avait fait depuis le premier jour, sans avoir besoin de parler. La chaleur de son corps près du sien était réconfortante, familière. Le silence entre eux redevint celui d'avant, non pas un vide à combler, mais un espace partagé où les mots n'étaient pas toujours nécessaires. Les rumeurs sont déjà arrivées au village, dit finalement Hélène, sa voix à peine un murmure. Adrien acquiesça. Je sais, le colonel a de l'influence. Les gens vont le croire. Ils vont penser que j'ai trompé tout le monde, que je suis une menteuse. Et est-ce que ça a de l'importance ? Hélène réfléchit à la question un moment. Ça en avait avant. Beaucoup. C'est comme ça que je me définissais, parce que les autres voyaient ou ne voyaient pas en moi. Elle fit une pause,
respirant le parfum des fleurs. Maintenant, je ne sais plus. Adrien bougea légèrement, son bras frôlant le sien. Quand j'ai acheté cette terre, j'étais anéanti par ce que le colonel m'avait fait. Je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à personne, que je vivrais seul jusqu'à la fin de mes jours. Sa voix avait une qualité différente, plus ouverte, comme si les vannes d'un barrage commençaient enfin à s'ouvrir. Et puis tu es arrivé, et tu as apporté la vie. Le mot flotta entre eux, simple et profond, comme la terre sous leurs pieds. Je me fiche de ce que les autres pensent de toi, Hélène. Ce qui m'importe, c'est ce que je sais, que tu es la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée, même avec tes secrets. Hélène tendit la main, trouvant la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, comme des racines cherchant un soutien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. Adrien serra légèrement sa main. « On continue. On vit. On laisse cet endroit s'épanouir, comme tu l'as fait avec le potager. » Ce jour-là marqua le début d'une nouvelle phase. Il n'y eut pas de grandes déclarations, ni de promesses grandioses. Ce n'était le style d'aucun des deux. Juste de petits changements, subtils comme la croissance d'une plante, imperceptibles au quotidien, mais transformateurs avec le temps. Adrien se mit à parler davantage, partageant des histoires de son enfance, de ses années de travail pour le colonel, des rêves qu'il avait eus et abandonnés. Hélène, à son tour, lui montra comment elle percevait le monde, les sons qui indiquaient les changements de temps, les odeurs qui annonçaient la maturation des fruits, les variations de température qu'elle seule semblait remarquer. Un après-midi, alors qu'Hélène brodait sur la véranda, profitant de la lumière vive qui lui permettait de distinguer les couleurs des fils, Adrien fit une suggestion qui la prit par surprise. « Tu devrais apprendre à d'autres femmes à broder comme toi. » Hélène s'arrêta, l'aiguille suspendue dans les airs. « Qui voudrait apprendre d'une femme qui voit à peine ?»« Celles qui veulent créer des choses aussi belles que les tiennes, » répondit-il simplement. De plus, il y a beaucoup de femmes au village qui ont besoin d'un métier, des veuves, des jeunes filles sans famille, d'autres qui ne se sont pas mariées. L'idée germa lentement dans l'esprit d'Hélène. Peut-être qu'au lieu de se cacher, elle pourrait transformer sa différence en quelque chose de positif, quelque chose qui aiderait d'autres personnes. Dans les semaines qui suivirent, avec l'aide d'Adrien, ils adaptèrent l'ancien hangar à outils en un espace pour les cours. Il construisit de larges tables pour le travail, des bancs confortables, des étagères pour ranger le matériel. Hélène organisa ses propres broderies comme exemple, sépara les fils par couleurs et textures, prépara des morceaux de tissu pour les premières leçons. La nouvelle se répandit lentement. La première à se présenter fut Madame Célestine, la vieille dame qui avait acheté sa broderie à la foire des mois auparavant. « J'ai toujours voulu apprendre à faire des fleurs aussi délicates que les vôtres, » dit-elle, ses mains ridées caressant l'un des ouvrages exposés. Puis vinrent les autres. Julie, la jeune veuve du forgeron. Antoinette, qui s'occupait seule de 3 jeunes enfants. Conception, qui ne s'était jamais mariée et vivait de petits travaux de couture. Des femmes aux histoires différentes, mais toutes cherchant quelque chose au-delà de ce que la vie leur avait offert jusqu'alors. Hélène enseignait avec patience, montrant les points avec ses mains habiles, expliquant les motifs, guidant les élèves avec des mots précis et des touches délicates. Elle ne cachait pas sa condition, mais ne la mettait pas non plus en avant. C'était juste une partie de qui elle était, ni plus ni moins importante que son habileté avec l'aiguille ou sa sensibilité aux couleurs et aux textures. Les cours devinrent un refuge pour de nombreuses femmes de la région. Là, entre fils et tissus, elles parlaient de leur vie, partageaient joies et peines, formaient une communauté basée sur le respect mutuel et l'apprentissage. L'espace qui avait commencé comme une simple salle de classe se transforma en ce que certaines commencèrent à appeler l'atelier d'Hélène. Adrien observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'admiration. Voir Hélène s'épanouir, abandonnant peu à peu la peur et la méfiance, c'était comme assister à un miracle quotidien. Un soir, alors qu'il dînait, il partagea une décision qui mûrissait depuis des semaines. « Je pensais céder la partie nord de la ferme pour agrandir l'atelier. » Hélène laissa tomber sa fourchette, surprise. « La partie nord ? Mais c'est là que tu prévoyais de planter du maïs l'année prochaine. » Adrien haussa les épaules, un geste qu'elle perçut au léger bruit de sa chemise. « Il y a d'autres endroits pour planter. Et ce que tu fais est plus important que quelques sacs de maïs supplémentaires. » Adrien
Je ne peux pas accepter. C'est trop de terrain, trop de valeur. Je ne te le donne pas à toi, Hélène. Je le donne à ce que tu construis. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Quand je suis arrivé ici, cette terre était morte, abandonnée, comme moi. Tu as ramené la vie à la terre et à moi. Ce que j'offre n'est qu'une reconnaissance de cela. » Avec le temps, le petit atelier grandit. De nouvelles salles furent construites, de nouveaux métiers enseignés. Non seulement la broderie, mais aussi le tissage, la fabrication de bougies et de savons artisanaux, le travail du cuir, la poterie. Adrien adapta des espaces spécifiques pour chaque activité, consultant toujours Hélène, respectant toujours sa vision, tant littérale que figurée, pour le projet. Ce qui avait commencé comme un refuge pour les femmes attira bientôt d'autres personnes marginalisées par la société, des hommes handicapés physiques qui ne pouvaient pas travailler au champ, des personnes âgées encore agiles de leurs mains, des jeunes sans famille qui avaient besoin d'apprendre un métier. L'atelier devint un centre d'apprentissage et d'inclusion, un lieu où les différences n'étaient pas vues comme des limitations, mais comme des caractéristiques uniques qui contribuaient à la richesse de l'ensemble. Et si quelqu'un du village qui avait un jour ri d'Hélène bénéficiait maintenant des fruits de ce qu'elle avait semé, littéralement et symboliquement, personne ne mentionnait l'ironie. Les commérages et les rumeurs cédèrent progressivement la place au respect. Le colonel Allard continua de répandre des histoires méchantes, mais de moins en moins de gens y prêtaient attention. La vérité, comme le disait Sébastien, était plus forte que n'importe quel mensonge. Hélène et Adrien devinrent une légende locale, bien qu'ils ne cherchassent jamais la reconnaissance. Ils vivaient simplement côte à côte, construisant jour après jour un foyer où le son de la dignité était plus fort que celui de la médisance. Les nuits de pleine lune, lorsque la lumière argentée se déversait sur les champs comme une bénédiction silencieuse, ils avaient l'habitude de s'asseoir sur la véranda, les mains enlacées, partageant le confort d'une présence qui n'exigeait ni explication ni justification. Et si quelqu'un demandait ce qui avait changé dans cette ferme autrefois solitaire et silencieuse, il suffisait de regarder dans les yeux du fermier, maintenant illuminés d'un éclat que même les douleurs du passé ne parvenaient pas à effacer, et dans le sourire discret de la jeune femme qui n'avait plus besoin de faire semblant de ne pas voir, car maintenant, elle était vue, avec vérité, respect et amour, et c'était peut-être la vision la plus claire qu'aucun d'eux n'ait jamais eue.